Chers étudiants, chères étudiantes, salam alaikum. Heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle capsule de notre cours d'analyse financière. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cas qui traite de l'ESG qu'on vient de voir lors de la dernière séance. Le cas Soremap qui vous est soumis présente la balance par solde des comptes de cette société et il vous est demandé de dresser l'ESG, c'est-à-dire calculer le tableau de formation de résultats ainsi que la CAF et de présenter la répartition de la valeur ajoutée entre les différentes parties prenantes de l'entreprise et procéder à une première analyse de la situation. Vous avez votre balance. Je vais vous demander alors de prendre un stylo, comme d'habitude, de prendre du papier et de commencer par dresser votre tableau de formation de résultats. Mettez la vidéo en mode pause et reprenez juste après. Voilà. Vous avez alors terminé votre tableau de formation de résultats. On va essayer de le dresser ensemble. Comme nous l'avons vu au niveau de notre cours, la première étape, c'est le calcul de ce qu'on appelle la marge brute sur vente en l'état. On avait dit que c'est un indicateur réservé exclusivement à l'activité de négoce, c'est-à-dire aux entreprises commerciales. Si on revient à notre balance, on a au niveau des produits, vente de marchandises. Vente de marchandises pour combien? Pour une valeur de 1 148 012 dirhams. 1 148 012 dirhams. Alors, vente de marchandises pour 1 148 012 dirhams. On a achat de marchandises pour une valeur de 963 452. Achat de marchandises pour une valeur de 963 452. Mais avec l'achat de marchandises, on a deux comptes qui sont les variations du stock de marchandises avec un solde créditeur et rabais, remise, ristourne obtenu. C'est-à-dire qu'on a déboursé 963 452, mais sur ce qu'on a déboursé, il y a une partie qui est restée en stock et elle a une valeur de 16 144 000 dirhams. Il convient alors de la retrancher de l'achat de marchandises parce que le TFR n'affecte que le seul résultat de l'exercice en cours. Et aussi, on avait obtenu une réduction sur facture ou hors facture. On a 20 400 rabais, remise et ristourne obtenus sur achat de marchandises pour une valeur de 20 400 dirhams. Il convient alors de les retrancher, ces deux éléments, ce qui va nous donner un achat, non pas achat de marchandises, mais achat revendu de marchandises en intégrant la variation du stock qui est de 963 452 000 moins les 16 000 correspondant à la variation de stock moins les 20 400 correspondant au rabais, remise et ristourne. Ce qui va nous donner un achat revendu de marchandises pour une valeur de 26 908 dirhams. Par la suite, on va voir au niveau de la production. Si on se réfère à notre
état de solde de gestion, on n'a pas d'indicateur, on n'a pas d'indication sur une activité concernant la production de l'entreprise. Alors, on conclut que l'entreprise est purement commerciale et qu'elle n'opère pas une activité productrice ou de service, productrice industrielle ou de service. La production de l'exercice est nulle. La consommation de l'exercice, par contre, on n'a pas acheté des matières parce qu'on n'a pas opéré une production à l'interne, mais au niveau des autres charges externes, si vous faites attention, si vous sortez votre plan comptable, au niveau des autres charges externes, qu'est-ce qu'on a? On a entre autres la location et charges locatives. Ça fait partie des autres charges externes. Il faut la prendre en considération. On a je reviens à la 26 000. On a location et charges locatives. 26 276. On a entretien et réparation. Ça fait partie aussi des autres charges externes. On a la prime d'assurance. Le compte 6134, ça fait aussi partie. On a la rémunération d'intermédiaires et honoraires à prendre aussi en considération au niveau des autres charges externes. On a le transport, que ce soit un transport sur achat ou un transport sur vente. On a les déplacements, missions et réceptions, 560 pour le compte 6143. On a aussi publicité, publication et relations publiques pour une valeur de 5336. On a aussi frais postaux et de télécommunications pour une valeur de 1260. Et on a services bancaires pour une valeur de 200. L'addition de l'ensemble de ces éléments va nous donner une consommation ou un total des autres charges externes s'élevant à 50 636 et ça sera la consommation de l'exercice. Production qui est nulle moins la consommation plus la marge brute sur vente en l'état, ça va nous donner notre valeur ajoutée. Notre valeur ajoutée, elle est égale à la marge qui est de 221 104 moins les 50 636 correspondant à la consommation de l'exercice. Cela va nous donner 170 468. 170 468, c'est la valeur ajoutée. Et comme on l'a déjà expliqué auparavant, la valeur ajoutée correspond à la richesse créée au sein d'une entreprise. Et au niveau national, l'addition des différentes valeurs ajoutées de l'ensemble des entreprises sur un territoire correspond au produit intérieur brut, le PIB. Après la valeur ajoutée, on voit si on a des subventions d'exploitation. On avait dit par rapport aux subventions d'exploitation que ça correspond à un complément de prix de vente. Sur ce cas-là, on n'en a pas. Impôts et taxes, on a une valeur de 9 288. Et on a, au niveau du charge de personnel, on va revenir aux charges de personnel. Au niveau de notre tableau, on a alors, au niveau de
Impôts et taxes, on vient de dire que c'était 9288. Et charges de personnel, on a deux composantes. On a les charges de personnel, 95 920, plus les charges sociales. Les charges sociales, c'est ce que supporte une entreprise par rapport à ses salariés qu'elle verse soit au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, soit au niveau des caisses de retraite. C'est des charges sociales que supporte une entreprise au profit de son ou de ses salariés. Il y a la part patronale et il y a la part salariale. Il y a une partie qui est supportée par le personnel lui-même et il y a une partie qui est supportée par l'entreprise. Elle apparaît ici comme charge sociale pour une valeur de 41 336 et elle est là. Elle nous donne une valeur de 137 256 charges de personnel. Cela va nous donner un excédent brut d'exploitation qui est de 23 924. L'excédent brut d'exploitation, c'est un indicateur de mesure de la performance économique d'une entreprise qui ne prend en considération que les éléments en relation avec l'exploitation. Il ne prend pas en considération la politique d'investissement, la politique de financement ou la fiscalité. Il ne prend pas en considération la politique d'investissement dans la mesure où il n'apparaît pas encore à ce niveau-là les dotations d'amortissement. Elles n'impactent pas ce résultat. Il ne prend pas en considération la politique de financement parce que les charges financières en relation avec un éventuel emprunt n'apparaissent pas encore ici, à ce niveau-là. Et il ne prend pas en considération la fiscalité parce que l'IS, l'impôt sur les sociétés, n'est pas encore pris en considération. Les impôts et taxes qu'on a vus juste avant, ça correspond à des services qu'on aurait pu acheter à une entreprise, mais qu'on achète à l'État, tels que la taxe d'édilité ou autre. C'est une entreprise alors qui présente un EBE, un excédent brut d'exploitation de 23 924. Par la suite, on va calculer le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, c'est l'excédent brut d'exploitation moins les autres charges d'exploitation. On a une valeur de 500 plus les dotations d'exploitation. Et au niveau des dotations d'exploitation, on va revenir au niveau des dotations d'exploitation. On a 14 000 dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. Et on a aussi dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant pour 1396, ce qui va nous faire 15 396. Ça mesure le résultat d'exploitation, l'activité normale d'une entreprise. Par la suite, après le résultat d'exploitation, on va additionner l'ensemble des produits financiers dont dispose l'entreprise, moins l'ensemble des charges financières. Comme vous le savez bien, pour faire une distinction entre charges d'exploitation et charges financières, tout simplement, les charges d'exploitation sont ou correspondent à l'ensemble des charges qui ont un chiffre 6 suivi d'un chiffre 1. Tout ça, c'est des charges d'exploitation, du 6,1. Et à partir du moment qu'on a du 6,3, là, on est sur des charges financières. Par exemple, là, la première charge financière, c'est intérêt des emprunts et dettes, 6 311. La deuxième, c'est escompte accordé,
6386. Autre charge financière des exercices antérieurs, 6388. Dotation aux provisions, 6393. Lorsqu'on arrive au 6500, là on n'est plus sur des charges financières, on est sur des charges non courantes. On ne va pas les prendre en considération pour l'instant, on les prendra par la suite. Pareil pour les produits financiers, on a du 7.1, c'est produits d'exploitation, et à partir de là, on a 7321, 7381, 7392. Ces trois éléments correspondent à des produits financiers et on va les additionner au niveau de notre calcul pour calculer le résultat financier de l'entreprise. Notre résultat financier est alors égal à 9896 moins 6748. Cela va nous donner un résultat financier de 3148. L'addition du résultat d'exploitation et du résultat financier nous donne le résultat des opérations courantes ou habituelles de l'entreprise et il est de l'ordre de 11 176. Ce résultat peut être amélioré soit par le résultat d'exploitation, soit par le résultat financier, soit par les deux, et il peut se détériorer suite à la détérioration de l'un des deux ou suite à la détérioration des deux résultats. Après le résultat courant, on calcule le résultat non courant. Le résultat non courant, c'est l'ensemble des produits non courants, c'est l'ensemble des produits qui ont un chiffre 7 suivi d'un 5, 7, 5, et moins charge non courante, vous revenez sur la balance et vous prenez la totalité des charges avec du 6, 5, ça va nous faire 8940 dirhams. Produit non courant moins charge non courante, ça nous donne un résultat non courant qui est déficitaire ici de 3444. Le résultat normalement avant impôt, c'est l'addition de ces deux. Vous le verrez, Inch'Allah, l'année prochaine en cours de fiscalité. On calcule le résultat avant impôt, qui est l'addition du résultat courant plus le résultat non courant. Et ce résultat avant impôt subit des retraitements fiscaux par l'addition de certains éléments et l'élimination d'autres. On rajoute certains produits et on élimine certaines charges, ce qui va nous donner un résultat fiscal, et c'est sur ce résultat fiscal qu'est calculé l'impôt sur les sociétés. Là, on a l'impôt sur les sociétés qui est une donnée, il est de 2884. Alors, résultat courant plus résultat non courant, moins impôt sur le résultat, ça nous donne le résultat de l'exercice qui sera par ailleurs plus tard soit versé en partie aux actionnaires, soit complètement affecté à l'investissement de l'entreprise. Tout dépend de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en fin d'année pour décider de ce qu'on va faire de ce résultat. On a terminé avec le tableau de formation de résultats, on passe au calcul de la CAF. Comme on l'a dit, la CAF peut être calculée de deux manières, soit par la méthode additive, à partir du résultat de l'exercice, soit par la méthode soustractive ou vérificative, à partir de l'EBE. On démarre avec le cas d'une CAF à partir du résultat de l'exercice. Le résultat, on vient de le voir, il est de 4848. C'est un bénéfice et on a dit que au résultat on rajoute les dotations d'exploitation financière et non courante et on retranche les reprises d'exploitation financière et non courante ainsi que les produits de cession des immobilisations et on rajoute les valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées. Bien évidemment, lorsqu'on rajoute les dotations aux exploitations, on ne prend pas en considération les dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. On ne les prend pas en considération, c'est-à-dire qu'on ne va rajouter que les dotations en relation avec
l'actif immobilisé et avec les financements permanents, avec la classe 2 et la classe 1. Pareil aussi, au niveau des reprises, on ne prendra pas en considération les reprises en relation avec l'actif circulant et la trésorerie et le passif circulant et la trésorerie. On ne prendra en considération que des reprises en relation avec le haut du bilan, avec la classe 1 et 2. Alors, dotation. Au niveau des dotations, on l'a dit tout à l'heure, on a deux dotations. On a dotation d'exploitation aux amortissements, des immobilisations corporelles pour une valeur de 14 000. Et on a une deuxième dotation, dotation d'exploitation aux provisions, mais faites attention, là, c'est pour dépréciation de l'actif circulant. C'est des éléments de court terme, c'est une dépréciation qui est prévue et qui va se réaliser sur le court terme. On ne peut pas l'intégrer au niveau du calcul d'une capacité d'autofinancement qui fait référence au long terme. Alors, à ne pas prendre en considération, on ne va rajouter au niveau du calcul de la CAF que les dotations d'exploitation aux amortissements relatifs aux immobilisations corporelles. On va aussi prendre en considération les dotations aux provisions pour risques et charges financières parce que ça fait partie des éléments de la classe 1. 14 000 plus 796 et on ne prend pas en considération au niveau de l'actif circulant les 1396. On va aussi prendre en considération les dotations non courantes aux provisions pour risques et charges et elles sont de l'ordre de 2656. Dotations non courantes aux provisions pour risques et charges, ces éléments de long terme. Les dotations d'exploitation, ils sont là pour une valeur de 14 000. On ne prend pas les dotations d'exploitation en relatif avec le passif circulant qui sont de 1396 à ne pas prendre en considération. On prend en considération les dotations financières sur du long terme, 796, et on prend aussi en considération les dotations non courantes parce qu'elles concernent du long terme aussi. La règle est simple, on est en train de calculer un indicateur de la capacité d'autofinancement pour financer des investissements plus tard, c'est-à-dire on s'intéresse au long terme, à l'investissement. On ne peut pas intégrer des éléments du court terme. Il faut les éliminer tout simplement, il faut ne pas le prendre en considération dans cette optique. Moins les reprises, et au niveau des reprises, qu'est-ce qu'on a? On a reprise financière sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Moins alors ces reprises, parce qu'ils ont été déjà intégrés. Moins 2616. Moins des reprises financières. On n'a pas de reprise d'exploitation. Moins les reprises financières. Moins les reprises non courantes. Les reprises non courantes, elles sont là. Il s'agit d'une reprise sur subvention d'investissement de l'exercice. Ce n'est pas courant de recevoir des subventions d'investissement. La quote-part de la subvention qui apparaît comme produit chaque année, elle apparaît sous forme de reprise et on l'élimine pour calculer le résultat, moins 2824. Moins le produit de cession de l'immobilisation, on a un produit de cession à éliminer, tel qu'on l'a vu, plus le produit plus la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées pour neutraliser l'effet cession d'immobilisation. Cela nous donne une CAF pour une valeur de 17 120 120 dirhams. On démarre alors. Pas besoin de revenir au détail. On démarre par le résultat.
il s'agit d'un bénéfice, plus les dotations, que ce soit d'exploitation financière ou non courante. Et il faut faire juste attention que les dotations qu'on va rajouter soient des dotations de long terme, en relation avec des opérations de long terme. Toute dotation en relation avec l'actif circulant ou la trésorerie, le passif circulant ou la trésorerie est à exclure, à ne pas rajouter. De la même manière, moins les reprises d'exploitation financière ou non courante, moins les reprises, et les reprises doivent être aussi des reprises en relation avec le haut du bilan, avec la classe 1 et la classe 2. Les reprises avec la classe 3, 4, 5.1 et 5.5 à ne pas intégrer au niveau de ces calculs. Et lorsqu'on a terminé avec les dotations et les reprises, on enlève les produits de cession d'immobilisation et on rajoute la valeur nette d'amortissement. C'est aussi simple que ça. Et on a notre CAF qui est de 17 120. Par la deuxième technique, dite soustractive ou vérificative, on va démarrer à partir de l'EBE. Et si vous vous rappelez bien, qu'est-ce qu'on a dit? On ajoute les autres produits d'exploitation et on retranche les autres charges d'exploitation. On rajoute les reprises et, faites attention, là, on va rajouter les reprises sur éléments circulants. Seules les reprises sur éléments circulants. Et on retranche les dotations d'exploitation sur éléments circulants. Plus les transferts de charges, les produits financiers et les produits non courants, moins les transferts de charges, les charges financières et les charges non courantes, ainsi que l'impôt sur le résultat. Alors, on a dit que l'EBE plus les autres produits d'exploitation. EBE plus autres produits d'exploitation. On n'a pas de produits d'exploitation. Charge d'exploitation, on a deux. On a première charge d'exploitation, elle est là. Autre charge d'exploitation, elle est là. 6182, c'est une perte sur créance irrécouvrable, c'est une charge. On a perdu une certaine somme correspondant à une créance sur l'un de nos clients. Perte sur créance irrécouvrable pour une valeur de 500. Et deuxième élément, c'est une dotation d'exploitation aux provisions. C'est une charge d'exploitation, dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. Si vous faites attention, on n'a pas pris en considération cette dotation-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle correspond à des éléments du haut du bilan, aux amortissements des immobilisations corporelles. Et on vient de le dire au niveau de la règle de calcul, c'est que on ne prend que les reprises d'exploitation sur les éléments circulants. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas pris les dotations d'exploitation aux amortissements sur immobilisation corporelle. On a pris tout simplement les pertes sur créance irrécouvrables comme charge, comme autre charge d'exploitation, ainsi que 1386. Elle est où? Elle est là. Autre charge, on a dit autre charge et la perte sur créance irrécouvrable. Autre charge d'exploitation, elle a une valeur alors de 1896. Les transferts de charges, on n'a pas. Les produits financiers, on a deux. Encore une fois, les produits financiers, on a deux. Produits, classe 7. Financier, classe 7 suivi d'un 3. 7, 3, on a 1. Il faut juste vérifier est-ce que ça a une relation avec l'activité circulante ou avec le long terme. Là, on va voir du 7,
3. Cette 3 produit des titres de participation et autres titres immobilisés antérieurs. Et intérêts et produits assimilés 2512. Produits financiers 2512 plus 4768. Par la suite, on calcule les produits financiers. Les produits financiers, c'est déjà fait. On calcule alors les charges financières. Les charges financières, on va y aller. Les charges financières, qu'est-ce qu'on a? 6300. On a alors intérêt des emprunts et dettes, 6300, 6,3, le 6 suivi d'un 3, 4228, encore un 6,3, escompte accordé, 224, encore un 6,3, 6388, autres charges financières des exercices antérieurs, 1500, et encore un 6,3, 6393, dotation aux provisions, et là, on ne va pas le prendre parce qu'il s'agit d'une dotation aux provisions pour risques et charges financières. C'est un élément de la classe 1 qui correspond à du long terme, à ne pas prendre en considération. On va s'arrêter alors sur ces 3 éléments. On va s'arrêter sur ces 3 éléments et on ne prend pas le 4e. C'est une charge financière mais qui correspond à un élément de la classe 1. Après alors les produits financiers et les charges financières, on va prendre les produits non courants. Et on a un seul produit non courant, il est là, 7585, rentrée sur créance soldée, c'est une rentrée sur une créance qu'on a soldée par rapport à l'un de nos clients, et moins les charges non courantes, et on a comme charge non courante, créance devenue irrécouvrable. Vous voyez qu'ici c'est du 6,5, 6585, comme pareil ici tout à l'heure c'était du 7,5. C'est du non courant, ces deux éléments non courants, plus les produits non courants, moins les charges non courantes et moins l'impôt sur le résultat. L'addition de la totalité des éléments va nous donner 17 120 qui est égal à ce qu'on a vu tout à l'heure. À partir de l'EBE, alors, on rajoute les autres produits d'exploitation et on retranche les autres charges d'exploitation, plus les transferts de charges, on n'en a pas dans ce cas-là, plus les produits financiers, moins les charges financières. Produits financiers et charges financières, c'est l'ensemble des éléments dont le compte démarre par un 7 suivi d'un 3 ou un 6 suivi d'un 3. Et on fait attention de ne pas prendre des reprises sur des éléments immobilisés. On ne prend que des éléments circulants. Parce que sur cette manière, sur cette technique de calcul, la CAF correspond
à l'EBE plus l'ensemble des charges moins l'ensemble des charges encaissables plus l'ensemble des produits encaissables moins l'ensemble des charges décaissables moins l'impôt sur le résultat. On arrive alors à la dernière partie de notre analyse et elle correspond à la répartition de la valeur ajoutée. La répartition de la valeur ajoutée, elle se fait entre les différentes parties prenantes qui interviennent à sa création. On a comme premier composant le personnel. La valeur ajoutée, 137 000 divisé les frais de personnel plutôt divisé par la valeur ajoutée nous donne un pourcentage de 80,5%. L'État, à travers les impôts, il lui revient 7,1%. Les bailleurs de fonds, à travers les frais financiers ou les charges financières, leur revient 3,5%. Les dividendes, on n'a pas d'informations sur ça. Et ce qui reste à l'entreprise, c'est 10% pour réaliser des investissements plus tard. Comment on va maintenant analyser ces chiffres? On va commencer par le personnel. Est-ce que ce chiffre de 80,5%, est-ce que ce pourcentage est correct? Est-ce que ce n'est pas correct? Il faut savoir que selon une statistique de l'INSEE, qui est un institut de statistique en France, malheureusement je n'ai pas les données pour le Maroc, la part des charges de personnel au niveau des pays industrialisés, ça peut être une référence pour nous, est autour de 70% comme moyenne nationale. C'est-à-dire que le personnel doit lui revenir autour de 70% de la richesse créée. Ici, on a du 80%. Cette règle de 70% n'est pas une règle figée, ce n'est pas une règle absolue, parce que tout simplement, ça dépend de l'activité. Il y a des activités qui sont consommatrices de main-d'œuvre et il y a des activités qui sont moins consommatrices de main-d'œuvre. Alors, la référence, lorsqu'on est en train de porter notre analyse, il faut voir ou il faut s'étalonner ou se benchmarker par rapport à l'activité à laquelle on appartient ou à l'activité auquel on est en train de procéder à l'analyse. Si on est par exemple dans la construction, ce taux est autour de 80% en France, parce que le personnel est déclaré et il n'y a pas de noir ou il y a une faible partie du noir. Malheureusement au Maroc, on a une grande partie du noir, du travail en noir au niveau de l'activité, ce qui risque de ne pas apparaître au niveau de l'analyse. Il faut l'estimer ou trouver une solution pour avoir une idée réelle sur combien ça a coûté le personnel. Dans l'industrie automobile, cette part elle est de 75%. Et même au niveau de l'activité automobile, ce n'est pas une moyenne à respecter parce qu'au niveau d'une même société, par exemple, si on prend Renault, elle a plusieurs usines en France, en Roumanie, au Maroc, au Brésil, et tout dépend de l'usine. Est-ce que c'est une usine récente ou est-ce que c'est une usine ancienne? Lorsque c'est une usine récente ou dans un pays à faible main-d'œuvre, souvent on va privilégier la main-d'œuvre au détriment de la robotisation, ou on va associer un mix entre main-d'œuvre et robotisation. Lorsqu'on est dans des pays un peu où la main-d'œuvre est coûteuse, comme par exemple en France, on va essayer d'aller petit à petit au Japon vers l'industrialisation par robot et éviter un peu la main-d'œuvre. C'est ce qui va apparaître au niveau de cet indicateur. Au niveau du secteur de l'éducation et de la santé, la valeur ajoutée est autour de 50%. Dans l'énergie, comme vous le savez, au niveau de l'énergie, c'est le matériel qui est généralement plus cher et on a peu de personnel pour superviser le matériel. Les activités immobilières, c'est autour de 30%. Le deuxième indicateur est en relation avec l'État. Et là, c'est souvent, on revient à cet indicateur lorsqu'une entreprise, une multinationale, se projette au niveau de ses calculs et veut se faire une idée, ce qui serait mieux, par exemple, d'investir au Maroc
ou d'investir en Tunisie, ou d'investir en Algérie, ou d'investir dans un autre pays. C'est-à-dire, on va voir qu'est-ce qui revient à l'État par rapport à la richesse créée. C'est pour ça que les États essayent d'attirer les entreprises par des politiques fiscales incitatives, par le biais de zones franches, comme c'est le cas de la zone de Tanger ou d'Arla ou Khdetra aussi. C'est une politique pour attirer les investisseurs en leur proposant un faible taux de fiscalité ou une certaine période sur 5 ans où on ne paye pas d'impôts, où on ne paye que peu d'impôts. La part qui revient au bailleur de fonds, il faut aussi comparer avec l'activité. Est-ce que c'est une activité qui est généralement financée en autofinancement ou par emprunt? Et surtout, il faut là vérifier, le pourcentage n'est pas important, il faut revenir à ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire l'effet de levier financier, lorsque le résultat d'exploitation est performé par le recours au financement, et on a une rentabilité financière meilleure, ou est-ce que les charges financières viennent pour tirer vers le bas le résultat financier définitif. Dans tout cela, il faut à la fin vérifier aussi qu'est-ce qui reste à l'entreprise, parce que les 10% qu'on a ici qui restent pour l'entreprise sont importantes, parce qu'une entreprise ne peut pas durer sur le long terme, si elle n'a pas les ressources pour s'auto-investir, pour réaliser d'autres investissements, pour maintenir la capacité productive et pour l'améliorer. C'est-à-dire, si la part qui reste au niveau de l'autofinancement est faible, peut-être que c'est bien parce qu'on va verser beaucoup de dividendes actuellement, mais sur l'avenir, cette entreprise est peut-être dans une situation où serait dans une situation risquée. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée ou bonne fin de soirée si vous êtes en train de voir cette vidéo en soirée. Bon confinement, malheureusement on est toujours en confinement. On nous a demandé de prendre encore 20 jours de plus. Je suppose qu'on ne va pas les passer entièrement, qu'on va passer tout simplement la semaine ou les 10 jours et qu'on va nous libérer si l'État s'améliore. Bon courage. Vu que les dates des examens ont été dévoilées, je vous dis que l'examen à travers cette vidéo sera comme les examens des années passées. Il n'y aura pas de partie qui ne sera pas traitée. Je continue à traiter mon cours et on va voir un cas d'examen dans 2 séances, Inch'Allah. Et l'ensemble des parties seront traitées à l'examen. Tout ce que j'ai expliqué ici au niveau de la vidéo, de la série 1 jusqu'à cette série qui sera la série 9, et jusqu'à la série 10 et 11, voire 12, je ne sais pas, sera pris au niveau de l'examen. Alors, conseil d'amis, n'attendez pas septembre pour commencer la préparation, n'attendez pas août pour commencer la préparation. Août, ça sera l'été, ça sera peut-être la plage, ça sera le beau temps, ça sera la chaleur. Vous êtes confiné, vous êtes à la maison, et même lorsque le confinement va se terminer, mon conseil c'est, soit si vous avez internet tout le temps, de visionner la vidéo tout le temps sur cette chaîne, soit si vous n'avez pas internet tout le temps, de la télécharger, de la garder sur son mobile ou sur son ordinateur et la visionner plusieurs fois, pas que celle-là mais les autres. Essayez de les revoir à chaque fois pour bien assimiler le cours, parce que la première ou la deuxième fois ne sont pas suffisantes pour une assimilation complète. Essayez de voir la vidéo, de la revoir et de passer à la deuxième, à la troisième, de revoir la première ou la deuxième, et ainsi de suite. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance au niveau du cours, on arrive à mieux le cerner et à comprendre certaines notions qui ont été expliquées auparavant. Parce que certaines notions que j'explique,
à un moment, peuvent ne pas être claires au moment de l'explication. Mais au fur et à mesure qu'on va évoluer au niveau de notre cours, les choses vont se clarifier pour vous et vous allez comprendre certaines choses que j'ai expliquées rapidement, j'ai expliquées d'une manière concise au début. Je vous dis ciao ciao, tahiyati, salam alaikum et à la prochaine.